puisque ce qui se passe dans les Outre-mer fonctionne. Donc les expérimentations, c'est toujours une manière de gagner, c'est-à-dire de perdre 1 ou 2 ans, et c'est malheureusement terrible et fort dommageable. Mathieu. Oui, il n'y a plus le temps pour les expérimentations aujourd'hui, on le voit. Et effectivement, il y aura une proposition de loi qui sera portée au Sénat sur cette question-là, justement d'interdire directement les smartphones au sein des collèges, parce que le temps n'est plus le temps de l'expérimentation. Il y a eu une expérimentation en Espagne déjà qui a déjà donné des résultats qui étaient concluants. L'UNESCO déjà appelle, et encourage les pays et les gouvernements à prendre ce type de mesures, parce que pourquoi ? Parce qu'il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'attention des élèves, effectivement. Les élèves, aujourd'hui, lisent 19 minutes par jour, selon une enquête en 2023, ils passent environ plus de 3 heures sur leur téléphone portable. Et ils passent du temps aussi sur leur téléphone en cours et en salle de classe. Donc, le niveau, ensuite, on se plaint après du niveau qui baisse des élèves, mais ça en fait partie. Ce n'est pas la seule donnée, mais ça en fait partie. Le deuxième élément aussi, vous l'avez dit, c'est le cyberharcèlement. Il y a 54% des enseignants qui s'autocensurent sur un certain nombre de sujets. Pourquoi ? Parce que vous avez dans certaines classes, notamment dans certains territoires, des disciplines qui ne peuvent plus être enseignées de la meilleure des manières. L'histoire, par exemple, l'histoire-géographie, les sciences, etc. Parce que vous avez des enfants qui filment ou la laïcité, par exemple, l'enseignement de la laïcité, qui filment leurs profs, qui mettent ça sur les réseaux sociaux, et après, les enseignants prennent un déchaînement et un tollé infernal sur les réseaux sociaux. Il faut cesser tout cela, et effectivement, le temps n'est plus à l'expérimentation face à ce type de contexte aujourd'hui en France. Joseph. C'est une très bonne mesure. D'abord, ça rappelle qu'un téléphone, c'est un outil, et un outil, c'est la façon dont on s'en sert. Ça peut être positif ou négatif. Et comme disait tout à l'heure Joseph, agissante. Mathieu. Il y a 2 points qui sont à souligner dans le sujet. C'est d'une part, effectivement, tant qu'il y a le Hamas, de toute façon, les accords d'Oslo ne pourront pas être mis en œuvre, et donc en fait, il n'y aura pas de solution à 2 États tant qu'il y aura le Hamas, parce qu'on ne peut pas demander aux Israéliens de vivre à côté de Netanyahou. Il n'en veut pas, Netanyahou. Effectivement, ça c'est le premier élément. Ensuite, après, le deuxième point sur le concours de l'Eurovision, pour répondre à votre sujet, c'est que Israël aujourd'hui, le 7 octobre, a vécu ce que nous on a vécu à travers le Bataclan, ou ce qu'ont vécu les États-Unis à travers le 11 septembre. Or, quand on a ce type d'attaque massive sur la population avec des crimes contre l'humanité abominables, les chefs d'État qui ont qui ont subi ça et qui ont subi ça avec leur population demandent aussi quand même un soutien de la communauté internationale pour pouvoir justement passer cette épreuve-là, une épreuve qui est très difficile. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'Israël n'est plus en capacité, ne peut plus commémorer au niveau international cet acte du 7 octobre à cause justement d'une partie des opinions publiques occidentales et dans le monde arabo-musulman qui justement prennent en otage le conflit au Proche-Orient à des fins politiques. Allez, pour être complet sur cette première partie, je voudrais qu'on écoute Gilles Kepel, qui était invité de notre ami Romain Desarbres ce matin dans la grande interview. C'est toujours intéressant d'écouter. Ça peut nous conduire à ce que justement vous avez rappelé, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Munich de 1972 avec l'assassinat par l'OLP à l'époque de 11 athlètes israéliens et de la délégation israélienne. Et donc nous, en tant que Français qui organisons les Jeux Olympiques, il va falloir prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir justement protéger la délégation des athlètes israéliens. Ensuite, après, s'agissant de l'Eurovision plus précisément, l'Eurovision c'était normalement censé faire un pont entre Israël et une partie du Caucase et les pays européens pour permettre, notamment pour ce qui est Israël, de pouvoir participer à une compétition artistique et purement artistique et musicale avec des États qui ne lui veulent pas du mal, parce que Israël ne pourrait pas participer à un Eurovision version Moyen-Orient parce que, justement, historiquement, Israël et les Juifs en terre de Palestine sont détestés par une partie des opinions publiques arabo-musulmanes. C'est pareil pour l'Euro de football, c'est-à-dire qu'Israël participe à l'Euro alors qu'elle ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Asie ou à la Coupe des pays du Moyen-Orient parce que justement il y a vous imaginez dans quel monde on vit aujourd'hui? Oui, exactement. Quel que soit l'événement, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif. Mathieu. Non mais effectivement, et puis pour revenir sur le débat qu'on avait, il y a des gens qui sont aujourd'hui des élus de la République qui sont protégés par la police et qui vomissent sur la police. Ça, c'est déjà le premier point qui est à souligner. Alors que les policiers pratiquent un métier à risque, ils risquent leur vie comme vous l'avez tous rappelé, et surtout ils font face à une société qui est toujours plus ultra-violente. Alors que comme vous l'avez dit, leurs conditions de travail se sont dégradées. La situation des commissariats, moi, elle me paraît pas nouvelle, puisqu'il y a un rapport de la Cour des comptes en 2021 qui alerte déjà sur la question des commissariats en Île-de-France et principalement à Paris. Le commissariat du 13e, le commissariat du 16e
le commissariat aussi du 17e sont des commissariats qui sont vétustes, qui sont mal sécurisés. Donc effectivement, ce type de drame sont aujourd'hui possibles parce qu'on a une société qui est d'autant plus violente, alimentée par une haine anti-flic par des élus de la République. Et on a aussi des pouvoirs publics, notamment les macronistes qui sont au pouvoir depuis 2017, qui n'ont pas résolu les questions de fond sur la question de la rénovation des commissariats ou de la sécurisation des policiers partout dans leur vie, parce que, comme vous l'avez rappelé, les policiers aujourd'hui, les enfants de policiers sont menacés, leurs familles sont menacées, et c'est un vrai problème pour la société. Et ça, c'est une tristesse. Pas effectivement raison à cette stratégie. Mathieu. Oui, sur la stratégie LFI, je pense qu'ils se trompent sur un point qui est essentiel, c'est qu'en fait, ils ont oublié, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ils ont entre 2017 et 2022, ils ont pris 300 000 voix de plus. Sur ces 300 000 voix, en fait, il y a les voix dans les quartiers. Effectivement, nous, on a travaillé sur cette question-là et ils sont allés chercher, grâce au discours indigéniste, etc., ils sont allés chercher ces voix-là. Et il y a aussi également le vote utile de la gauche. Et c'est pour ça, notamment de la gauche plus modérée, c'est ça qui a porté Mélenchon à plus de 20% à proximité du second tour. Or, aujourd'hui, ce vote-là, il est en train de le perdre au profit de la liste de Raphaël Glucksmann, puisque l'on voit que Raphaël Glucksmann capte au moins entre 30 et 35% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut qu'ils arrivent il faut qu'ils repensent leur stratégie, parce que leur stratégie ne fonctionnera pas si vous n'agissez pas sur les deux leviers en même temps. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas la liste LFI, ne progressera pas. Ils vont rester cloisonnés à 6, 7, 8% maximum. Et en plus, on voit aussi qu'une partie